Maintenant, on a quand même un tout petit problème avec normalement ce que je viens de dire. J'arrête pas de parler de ces quotients d'activité et à chaque fois, c'est des activités. Mais dans la réaction que je vous ai pris comme démonstration là, avec le monoxyde de carbone, c'était des nombres de grammes que j'avais, des nombres de grammes ou des nombres de moles, c'était des nombres de moles. Ce n'est pas des activités, des nombres de moles. Comment je fais en fait? Je reprends mon tableau, celui que je vous ai donné beaucoup plus tôt, pour calculer une activité, d'accord? Je vais utiliser, si c'est un gaz, des pressions partielles. Si c'est un solide, sa fraction molaire. Si c'est un liquide en qualité de solvant, sa fraction molaire. Si c'est un soluté, le rapport, enfin, la valeur de sa concentration en mol par litre. Voilà, juste ça. Et ça, on l'a déjà vu. Ce qui veut dire, et on va terminer sur ça, que si je prends à nouveau ma réaction fictive, vous avez vu, j'ai rajouté des petits trucs à l'intérieur. Alors, je précise juste un peu les notations. Ce qui est en vert ici, sans symbole, est en solution. Ce sont donc des solutés. Le S avec le petit sol dessous, c'est le solvant. Le D avec la petite flèche qui va en haut, ou le G qui est entre parenthèses. C'est l'un ou l'autre normalement. J'ai mis les deux symboles ici pour que vous les voyez les deux. D'accord? C'est évident, c'est un gaz. D'accord? Et la petite flèche vers le haut veut dire un gaz qui s'échappe, qui part dans l'atmosphère. Voilà. Et F avec le petit s, juste un s, hein, pas sol, d'accord? C'est un solide. Et vous voyez qu'on peut aussi, à la place de mettre le s, mettre une petite flèche qui pointe vers le bas. Un solide, c'est lourd, ça tombe au fond. C'est le symbole. D'accord? Donc on a donc ici des solutés, un solvant, un gaz, un solide. En gros, on couvre tous les cas qui nous intéressent. La constante d'équilibre. Si je suis à l'équilibre, hein, parce que je considère que je suis à l'équilibre là, d'accord? Elle est égale au quotient des activités. Le quotient des activités, on avait ça un peu plus haut, va être donc égal en haut au produit des activités de ce que sont les produits de la réaction. Donc, tout ce qui se trouve à droite de ma balance réactionnelle, D, E et F, et chacune de ces activités est affectée d'une puissance qui est égale au coefficient stoichiométrique en valeur absolue, d'accord? Ceux qui apparaissent directement dans mon écriture de la réaction. En dessous, j'ai le produit des activités, cette fois-ci des réactifs, d'accord? Puisque les coefficients stoichiométriques devaient être négatifs au départ. C'est-à-dire B et S, mon solvant. Pareil, hein, à une puissance qui est égale au coefficient stoichiométrique non signé. Mais, pour pouvoir utiliser ça, parce que je ne peux pas l'utiliser directement, je ne connais pas la valeur de ces activités-là, spontanément, je sais, c'est dans le tableau, que pour les solutés dans une solution diluée, je peux utiliser comme valeur de l'activité la valeur numérique de la concentration en mol par litre. Pour les gaz, je peux utiliser le rapport de la pression partielle sur la pression de référence, ce qui revient à la même chose que la pression partielle en bar. D'accord? Pour les liquides ou les solides purs, la fraction molaire, et s'ils sont purs, cette fraction molaire, elle est égale à 1. Pour les solvants, la fraction molaire, et si on est en solution diluée, parce qu'il faut être cohérent, d'accord? Si j'ai dit que c'était en solution diluée
pour les solutés, c'est en solution diluée aussi pour le solvant. D'accord ? Donc, ça veut dire que dans la solution que je considère ici, le solvant, il est quasiment pur. D'accord ? Dans une solution diluée, le solvant est quasiment pur. Fraction molaire du solvant, je pourrais prendre 1. Et maintenant, j'utilise ça. L'activité des deux choses qui sont en vert ici, les solutés, je mets des concentrations à la place. Pour le gaz, je mets sa pression partielle. Dans les faits, hein, j'aurais dû écrire pression partielle divisée par pression de référence. D'accord ? Pour le solide pur, s'il est pur, c'est sa fraction molaire, c'est égal à 1, fois 1, ça va disparaître. Pour le solvant, si je suis en solution diluée, sa fraction molaire, c'est 1, ça va disparaître. Pour calculer le quotient des activités, donc la valeur de la constante d'équilibre, si je suis à l'équilibre, j'aurai besoin de faire ce calcul-là. La pression partielle, puissance, le coefficient stoichiométrique du gaz, multiplié par la valeur de la concentration en mol par litre, puissance petit e, divisé par la valeur de la concentration du produit B, puissance petit b. Oui, ce ne sont plus des activités maintenant, mais ça ne change rien. J'ai juste utilisé des valeurs que je peux connaître et que je peux calculer pour faire le calcul final. Mais ce sont bien, au départ, toutes des activités. Puisqu'au départ, c'était des activités, j'ai juste utilisé des valeurs de remplacement. Ça veut dire que le cas que je suis en train de calculer là ne peut pas avoir d'unité. Ben oui, puisque je l'ai calculé à partir d'activités qui n'avaient pas d'unité, K ne peut pas avoir d'unité non plus. Donc le cas que je suis en train de calculer, là, est un nombre sans dimension. Et puis voilà, c'est tout. Oui, on en est là. On est arrivé là. Je vais juste rajouter un truc sur cette valeur-là, parce que je l'ai dit plusieurs fois. Cette constante d'équilibre que je viens de calculer là, et tout ce qui était avant, parce que j'étais parti de ça tout au début, il y a presque 3 heures, d'accord, un peu plus même, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait à température constante. Oui, mais qu'est-ce qui se passe si je change la température ? Il doit bien se passer des choses si je change la température. Après tout, il n'y a aucune raison que toutes les réactions, toutes les transformations se passent à température constante. Mais au départ, je suis parti du fait que la température était constante. Heureusement, M. Van 't Hoff, vous vous rappelez, on en a déjà parlé de M. Van 't Hoff, nous a fourni une superbe équation qui nous permet de recalculer la valeur de cette constante d'équilibre quand on change la température. Comme vous pouvez le constater, c'est une équation différentielle. D'accord ? L'équation différentielle, c'est toujours un peu compliqué à manipuler. Donc, telle qu'elle, elle dit quoi ? La variation du log de la valeur de la constante d'équilibre par rapport à la température est égale à une enthalpie, une variation d'énergie de réaction, divisée par RT carré. Au départ, c'est une formule qui est empirique, mais on l'a retrouvée aussi ensuite par le calcul. En l'état, on ne peut pas l'utiliser. Pour pouvoir l'utiliser, on est obligé de la séparer en 2 morceaux, et c'est là qu'on voit que c'est une équation différentielle. 2 D quelque chose de chaque côté. Intégrer ça, ça peut être très, très, très compliqué ou très simple. Ça ne dépend que d'un élément. Si du côté du dt, tout ce qui se trouve devant le dt est une constante, donc le ΔH sur R, le t carré évidemment ce n'est pas une constante, c'est ce que je suis en train d'intégrer, d'accord ?
Mais si le delta H sur R est une constante, donc si le delta H sur R, le delta H est une constante, ça s'intégrera sans problème, instantanément, vous savez faire. Si ce n'est pas une constante, ça va tout de suite être plus compliqué. Faisons l'hypothèse que c'est une constante. Parce que c'est la situation que vous aurez vous. D'accord? Dans ce cas, on va intégrer entre les deux températures qui nous intéressent. Ce qui est constante, on le pousse, donc le delta H sur R, on le sort, et on a donc à intégrer d'un côté d de log de k. Enfin, 1 fois d de log de k. De l'autre, 1 sur t carré. La primitive de 1, par rapport à une variable, c'est la variable. Donc l'intégrale de d de log de k, c'est log de k, tout simplement. Et la primitive de 1 sur t carré, ça fait peut-être un peu loin, mais vous devriez vous en rappeler, c'est moins 1 sur t. Parce que la dérivée de 1 sur t, c'est moins 1 sur t carré. D'accord? Marchant en sens inverse. Donc on va se retrouver avec ça. Voilà, c'est tout. Bah maintenant, vous distribuez les variables. Hein, et on se retrouve donc avec log de K2 moins log de K1, qui est égal au delta H, et il y a les deux températures à l'intérieur. Et puisqu'on veut calculer la constante à partir de l'autre constante qu'on connaissait à une autre température, on met généralement K2 d'un côté, K1 de l'autre, et puis le terme qui dépend des températures. Mais c'est horriblement compliqué, ça, à retenir. Oui, ça tombe bien, vous n'avez pas besoin de le retenir. En UE3. Parce que cette formule-là, il y a toutes les chances que vous la retrouviez aussi en UE1 dans le cours d'Yves-Guillaume. D'accord? Et en UE1, vous n'avez pas votre cours. Alors ça veut dire qu'il faut savoir la retrouver. Oui, il faut savoir la retrouver ou il faut la connaître. Vous vous débrouillez comme vous voulez, hein, c'est la partie du E1 qui ne dépend pas de moi. Hein. Okay? Donc voilà. En UE3, ce n'est pas compliqué. Si cette formule-là, vous avez à la calculer, à un moment ou un autre, hein, je ne vois pas très bien quand, mais ça ne poserait pas de problème. Vous connaissez toutes les valeurs, il suffit de faire le calcul, parce que la formule, vous l'avez. En UE1, la formule, vous ne l'aurez pas. Donc, il faut pouvoir la retrouver, tout simplement. Mais ce n'est pas une bonne nouvelle, hein, mais pas moi qui fais les règles de l'UE1. Hein. Et ça s'arrête là? Oui. La partie thermodynamique, elle s'arrête là. Et comme j'ai 8 heures de cours aujourd'hui, eh ben, on s'arrête là.